Je suis la fierté qui unit 11 millions d'hommes et de femmes. 23 agences, plus d'une trentaine de guichets automatiques. Votre banque. Je suis la capitale du transit et du trafic. Plus de 160 000 clients satisfaits chaque année. Plus de 520 milliards de francs CFA de prêts octroyés par votre banque. Je suis le lien qui nous unit depuis plus de 20 ans. Un peuple, un pays, votre banque. NCA Bank est fier d'être au Bénin et désormais dans 4 autres pays. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Mesdames et messieurs, fidèles de BNews, bonjour. Le Bénin a amorcé depuis quelques mois le processus de renouvellement de ses conseils communaux et municipaux. Ce processus est en passe d'atteindre son épilogue avec l'élection jeudi 28 mai dernier de nouveaux maires et de leurs adjoints à la tête des 77 communes que compte le Bénin. Et quelle analyse peut-on faire de cette première vague d'élections et quelles garanties de développement les nouveaux maires qui viennent d'être élus offrent-ils à nos communes? Ainsi se décline le thème principal de votre émission Carré Politique qui reçoit pour ce 18e numéro, comme à l'accoutumée d'ailleurs, 2 journalistes, 2 professionnels des médias, analystes de l'actualité politique. Ils sont là, bien entendu, pour décrypter cette actualité. Alphonse Moïse Soudé, qu'on ne présente plus, bonjour. Bonjour à vous, Gabin, bonjour à tous. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Et face à vous, pour faire le débat, Eloge Ganaro, bonjour. Bonjour, chers confrères Gabin, et bonjour à tous. C'est votre première sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et si le temps nous le permet, nous apprécierons cette actualité, cette décision prise par le gouvernement à la faveur du Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Décision autorisant, bien entendu, la réouverture des lieux de culte et des bars, laquelle décision doit prendre effet à compter du 2 juin prochain. Mesdames et messieurs, ne zappez pas, vous êtes sur Carré Politique. Le débat, c'est juste derrière la virgule que voici. Retour donc en plateau avec mes 2 invités. Quelle chance pour le développement de nos communes avec l'élection des nouveaux maires. C'est bien le premier thème qui fera objet de débat. Et avant d'aborder ce sujet-là, vous connaissez bien le principe de l'émission Alphonse Moïse Soudé, le cérémonial, nous allons le faire. Vous allez procéder à la notation de cette actualité. Et quelle note allez-vous donner à Alphonse Moïse Soudé? J'attribue la note 6. La note 6 pour Alphonse Moïse Soudé. Et je suis à vous, Eloge Ganaro, si vous devez noter cette élection des maires. Voilà, oui. Je donne la note 8. La note 8, merci. Et je vais justement commencer par vous. Déjà, quand vous voyez un peu les nouvelles têtes, le profil des nouveaux maires qui prendront en main les destinées de nos communes pour les 6 années à venir, quelle analyse cela vous inspire? Voilà, je dis que c'est déjà heureux que les élections aient lieu et que le processus continue avec l'installation des conseils communaux, l'élection des maires. Tous les maires n'ont pas encore été élus. Non. Donc ça va continuer. Jusqu'au 4 juin prochain. Jusqu'au 4 juin. Donc c'est déjà bien que nous n'ayons pas raté les élections. Vous savez que l'organisation régulière des élections, c'est dit dans la Constitution, ça doit contribuer à la consolidation de la démocratie. Tout à fait. Donc c'est déjà bien que le processus suit son cours. Mais maintenant, l'autre chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la décentralisation, l'expérience que nous avons faite, il y a eu du bon, mais il y a eu également du mauvais. Absolument. Voyez-vous? Donc normalement, d'ailleurs, nous devons tirer le son. Ont été recalés à l'étape de l'élection. Nous devons tirer le son de ce qui est passé, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenant corriger le travail qui doit l'être. Et là, ça dépend de ceux qui ont été élus. Ils sont tous des conseillers, mais les maires ont un rôle capital à jouer. Je sais qu'au niveau de certaines listes, n'est-ce pas, ils ont su proposer des candidats de qualité, d'expérience. Ils ont fait le bon casting. Ils ont vu des spécialistes en décentralisation, des médecins, des ingénieurs, mais certains partis politiques ont dit, ah vraiment, cette fois-ci-là, il faut proposer vraiment des gens qui ont la qualité qu'il faut, les compétences qu'il faut pour pouvoir mieux gérer les communes. C'est déjà une chance. Si c'est fait ainsi, je crois que c'est déjà très important. Mais il faut attendre
la fin des élections. Parce que si certains maires sont élus, on peut compter sur eux, mais ailleurs, le jeu politique peut entrer. La preuve est que, actuellement, au niveau de certaines communes, l'élection s'est passée facilement, mais au niveau d'autres, c'est reporté, où il y a eu des problèmes. Voilà, on va en parler. Avant la date fatidique ou avant le 4 juin, cette situation soit normalisée. Tout puisse rentrer dans l'ordre et que nous puissions savoir vraiment les maires que nous avons désormais et ce qu'on peut attendre d'eux pour les mois, les années à venir. D'accord, Alphonse Moïse Soulé, quand vous voyez un peu les nouvelles têtes, l'identité des maires et quand vous interrogez leur profil, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que nos communes vont mieux se porter pour les 6 années à venir? Oui, a priori, on peut avoir espoir parce que pour la désignation de certains maires, l'unanimité a été faite autour d'un certain nombre de compétences, autour d'un certain nombre de personnalités. On n'y a pas mêlé la politique. On est allé parce qu'on parle de développement. Et c'est déjà un acte à saluer. Parce que quand tout le monde s'entend sur la personne à qui confier les rênes de la mairie, ça veut dire quoi? Que tout le monde est prêt à lui apporter son soutien pour le développement de la commune. C'est déjà bien. Bon, sur ce qui a été déjà fait, il y a des maires que je connais personnellement, il y a d'autres que je ne connais pas. Mais je me dis, étant donné que c'est une élection de proximité, ceux qui les ont désignés savent de quoi ils sont capables, savent ce qu'ils peuvent faire. Et je dis, il ne s'agit pas seulement de les choisir, mais il faut les soutenir dans le travail de développement parce que chaque commune a son plan de développement et toutes les compétences de la commune doivent se retrouver autour de ceux qui ont été désignés pour faire le travail. Parce qu'en matière de développement d'une commune, il faut éviter la politique politicienne. Il faut d'abord penser développement de la commune. Les intérêts partisans, les intérêts personnels, égoïstes, il faut les taire. Donc c'est ça qui a fait que dans certaines communes, bon, étant donné qu'on y a mené la politique, on n'a pas pu dégager, on n'a pas pu faire l'unanimité autour des compétences. Donc une fois que les maires seront confirmés, ils ont été déjà désignés par leurs conseils communaux, dès que le travail va commencer, on verra si réellement ceux qui ont été choisis pour leurs compétences ou bien si c'est le labyrinthe politique qui a joué son rôle là. Oui, vous avez parlé tantôt de certaines communes, justement, à Materi, à Parakou, à Koyogui, à Diara, à Ifani, à Zogodome, l'élection des maires n'a pu être faite du fait que, justement, les conseillers communaux ne se sont pas entendus sur la personnalité qui est proposée, qui est pressentie pour être maire. Est-ce que, selon vous, cela ne remet pas en cause la capacité des partis politiques à gérer leurs militants? Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème de casting de la personnalité proposée? Non, c'est le problème de la cacophonie des ambitions. La cacophonie des ambitions. C'est-à-dire qu'au niveau des partis qui ont obtenu le grand nombre de conseillers, il y a problème. Il y a problème. L'unanimité n'est pas faite autour des compétences. Et là, on y met la politique. Et il y a un problème de casting. Parce que, pour faire la liste... Est-ce que celui qui est désigné là était forcément recueilli forcément l'unanimité des autres conseillers? Non, s'il y avait unanimité, c'est que le vote aurait eu lieu. S'il n'y a pas unanimité, ça veut dire qu'il y a plusieurs candidatures au sein des vainqueurs qui ne s'entendent pas. Mais ça doit avoir été géré à l'interne au sein de la formation politique. Non, vous savez, le problème c'est quoi? Beaucoup de listes, les gens se sont tués. Les gens ont calmé les ardeurs lorsqu'on élaborait les listes. Parce que si vous ne calmez pas vos ardeurs, vous risquez de ne pas retrouver votre nom sur la liste. Les gens se sont calmés pour retrouver leur nom sur la liste. Une fois que la liste est passée, qu'on est élu, les guerres de chapelle vont commencer. Parce que quand vous voyez, par exemple, à Parakou, ce qui s'est passé, selon les informations que j'ai eues, c'est que on aurait souhaité que celui qui sera désigné maire de la commune de Parakou soit de l'aile de Humbé. Mais on soupçonne que celui qui veut être maire n'est pas de l'aile de Humbé. La preuve, vous avez vu que le maire sortant, Charles Toko, a apporté son soutien à la dame. Donc la lecture là est très simple. Ça veut dire quoi? Que même les partis de la mouvance qui n'ont pas obtenu le grand nombre de conseillers apportent leur soutien à cette dame. Ça veut dire que politiquement, on n'est plus dans un jeu de développement, mais on est rentré sur le terrain politique. Politiquement, on n'est plus dans un jeu de développement. À Parakou, si on doit s'en tenir à ce cas-là, on a vu quand même Aboubakar Yaya, favori pour occuper le poste de maire, se heurter aux velléités de dame Alimatou Abdoulaye, je crois. Et puis, justement, ça
fait reporter cette élection-là, est-ce que quelque part la formation politique ne pose, est-ce que cela ne pose pas un problème de discipline même au sein de la FCBE, sa formation un problème politique? de discipline, et puis c'est le jeu politique. Voyez-vous, moi, ça ne devrait pas surprendre. Parce que même avant l'installation des conseils communaux et l'élection des maires, certains ont cru que non, les schémas déjà élaborés, ce sont ces schémas-là qui vont passer. Et d'autres ont dit, mais attention, attention, ne pensez pas que partout, ça va passer comme une lettre à la poste. Il peut y avoir toujours des surprises ou des retournements, des revirements de situation. Et d'ailleurs, Théophile Garou l'a dit. Donc on doit s'attendre à ça. Pensez avant l'élection de ces maires que tel qui est pressenti, c'est sûr, ça va passer. C'est vrai que lorsqu'il y a unanimité, on s'entend, il n'y avait pas de dissension, il n'y avait pas de querelle, de contestation. Avant l'élection, on peut penser que tout va bien se passer. Mais il y a toujours de ces cas-là, de ces surpasses. Le cas de Parakou que vous évoquez maintenant, oui. Boubacar Yaya fait partie des démissionnaires. Vous savez que il n'y a pas longtemps avant les élections, un certain nombre de démissions ont été radiés et puis par la suite on les a ramenés. La décision a été rapportée, tout ça fait partie des démissionnaires. Donc, lui, on suppose qu'il n'a pas mouillé le maillot. Il n'est pas allé sur le terrain pour battre campagne. D'accord. Mais voilà que, sans lui, on ne peut pas avoir la majorité absolue. Donc, j'ai cru entendre qu'on a dû négocier avec lui. Au niveau des FCBE, ils ont dû remettre les pendules à l'heure pour négocier avec ceux-là. Donc, si on a négocié, peut-être, je dis peut-être, je n'affirme pas. Peut-être qu'on lui a fait une proposition, peut-être qu'il aurait exigé avoir le poste de maire. De l'autre côté, oui, la dame dont vous parlez, Alimatou Aboulaye, elle s'est dit que non, écoutez, nous n'avons pas démissionné, nous faisons partie des vrais artisans, des artisans de la première, nous nous sommes battus, donc pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Et un démissionnaire qui revient, c'est lui qui va prendre. Donc vous voyez, c'est une sorte de cacophonie. Et des problèmes d'intérêt, ça c'est clair. Là maintenant, c'est des problèmes d'intérêt qui se posent. Maintenant, ceux des partis qui soutiennent la mouvance et qui préfèrent aller soutenir la dame, c'est également un problème d'intérêt qui se pose là. Parce qu'on se dit que, comme l'a souligné mon vis-à-vis tout à l'heure... Peut-être un règlement de compte. Pas un règlement de compte, peut-être qu'on aurait voulu que quelqu'un proche de Hunkwe prenne le poste qu'un autre. Puisque Boubacar, je ne le vois pas tellement proche de Hunkwe. Bon, je suis d'accord aussi qu'il y a eu des problèmes de positionnement, mais avec les problèmes de démission là, je ne pense pas qu'il soit très proche de Hunkwe. Donc, peut-être certains auraient préféré que quelqu'un qui est plus proche de Hunkwe prenne le poste. Donc, il y a là également des enjeux politiques, des considérations partisanes qui entrent en jeu. Et ce que nous allons souhaiter, ça ne fait pas bon ménage. Parce que là, lorsqu'on désigne un maire dans ces conditions-là, ça ne donne pas toujours les assurances qu'il faut. Comme mon vis-à-vis l'a dit déjà pour la stabilité. C'est mieux, oui, vous créez déjà pour la stabilité sur les compétences, sur les vraies valeurs, oui, sur les candidats vraiment qui peuvent vraiment faire le travail. C'est mieux de miser sur cela. Oui. Est-ce que par rapport à ce schéma, on ne peut pas déjà craindre pour la stabilité des conseils communaux qui viennent d'être installés? Parce qu'on le sait, et souvent, il y a quelques mois seulement après leur installation, il y a ces guerres là où on parle de gestion unilatérale, de mauvaise gestion, cette spirale de vote, de défiance. Est-ce que vous ne craignez pas pour la stabilité des conseils communaux? Mais ce que je crains, c'est ce qui s'est passé il y a quelques temps, sur le régime de la rupture, où il y a une vague de destitution de maires. Vous voyez, c'est le calme avant la tempête, si nous ne faisons pas attention. Parce que au niveau des vainqueurs, on n'arrive pas à gérer la victoire. On n'arrive pas à gérer la victoire. Ce qui s'est passé à Parakou pourrait se passer à Cotonou. Pourrait se passer à Cotonou. Cotonou, où l'élection aura lieu probablement le 1er juin. Quand vous tendez vos oreilles d'observateurs, il y a des noms qui circulent. Il n'y a que ceux qui se sont tus. Quand on a positionné le 4-3 à Cotonou, sont revenus à la surface. Comme quoi, ça sera une insulte à leur intelligence qu'on parachute quelqu'un de Boycon pour venir les diriger. Ils se sont tués quand on élaborait la liste pour ne pas se retrouver off. Maintenant qu'ils ont été élus, il y a des noms qui circulent. Hein. On a parlé de Luc Atropo, on a parlé de Ren Béanzin, on a parlé de Adjakboni. Donc, voilà 3 personnalités autour desquelles il faut forcément qu'on fasse l'unanimité. Et c'est là, je dis, qu'il y a la cacophonie des ambitions. Mais ce qui s'est passé déjà le jeudi lors des élections doit amener les leaders de ces formations politiques déjà à prévenir les dégâts. Vivement qu'on en tire leçon. Vivement qu'on en tire leçon. Parce que quand ça se passe comme ça, la dame de Parakou a dit, si Yaya est candidat, je serai candidat. Je suis candidat. Vous voyez ce que ça se passe. Il y a un problème de discipline. La meilleure façon de régler ce qui se passe à Parakou, c'est désigner un maire en dehors de ces deux-là.
Donc, il n'y a pas que Parakou, à Matéré également, l'élection n'a pu être lieu. À Zogodome, l'ancien maire David Toye, sur le cas de Parakou, Parakou est une commune à statut particulier. Tout à fait. Comme Cotonou, comme Porto Novo. Donc, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers ces 3 communes-là. Déjà, ce qui se passe à Parakou peut montrer que à Cotonou, cela pourrait arriver. Si très tôt, les responsables du parti, parce que là, c'est un vote secret, il peut y avoir des traites. Tout à fait. Si l'instance supérieure du parti impose un candidat qui ne fait pas l'unanimité au sein des conseillers, ça ne passera pas. Donc aujourd'hui, il faut que les gens se retrouvent. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire de la politique dans la commune ou on veut passer développement? Parce que si ça se passe comme ça, vous allez voir, à un moment donné, certains conseillers vont s'entendre et les votes de défiance vont commencer. On aura une série de destitutions. De défiance. Et quand ça se passe comme ça, les questions de développement seront mises en veilleuse. Oui, ça s'est passé pendant longtemps. On va faire de assez de temps. Les conseillers, ils ont été désignés par les populations de ces communes-là. Parce qu'on reconnaît en eux une certaine compétence, une certaine facilité à participer au développement de ces communes-là. Il faudrait qu'ils montrent vraiment aux populations que les populations ne se sont pas trompées. On ne fait pas de la politique dans le développement d'une commune. Quand on fait de la politique, votre commune sera en arrière. Alors, revenons toujours au profil des nouveaux maires qui viennent d'être élus. On a vu qu'il y a beaucoup de nouveaux visages de personnes qui ne sont pas forcément beaucoup connues dans le sérail politique. À Kove, par exemple, Auguste Ayou, qui est un jeune. À Bokoumbe, on a Aldo Nda Akwagu, à Sinande Sanibio Kouri, qui est également un jeune. À Plakwe, Massim, à Losogbe, on parle également de plusieurs autres communes. À Toribosito, Rogatien, à Kouakou, Magloire, à Kossou. Cette avalanche de nouveaux maires, est-ce que quelque part cela n'est pas de nature à rendre plus dynamique la gestion au niveau de nos communes? Oui, mais c'est une bonne chose parce que sur beaucoup de listes, les jeunes ont été positionnés. Ça a été la lutte de tous les temps. Tous les partis ont prôné la promotion de la jeunesse, la promotion de la femme. Pour la femme, je suis en train de remarquer malheureusement que la solution... Oui, à Kandi, il y a effectivement une femme de... Oui, à Kandi, c'est la première femme élue maire. La première femme élue maire, Zinatou Alazi au Séni, Saka, elle s'appelle, du parti FCB. Voilà, donc ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais que parmi les maires qui sont élus maintenant, qu'il y ait beaucoup de jeunes, que l'avènement de nouveaux maires, c'est une bonne chose. Maintenant, il ne suffit pas qu'on ait seulement de nouveaux maires. Il ne faut pas changer pour changer. Il faut que ceux-là, comme nous l'avons dit maintenant, si les compétences qui ont été proposées pour candidature, qui ont été élues, si ces compétences-là peuvent vraiment devenir le concret sur le terrain, c'est-à-dire, nous avons des maires managers qui savent prendre des initiatives, qui ont l'esprit créatif, qui savent négocier, qui savent, comment dirais-je, gérer, parce que, n'oubliez pas que la mandature qui vient de s'achever, on a entendu beaucoup de choses, mauvaise gestion des maires. Bon, je sais qu'ailleurs, bon, pour la décision, il y a eu des prétextes, gestion opaque et solitaire, ceci, cela, ça n'a pas été le cas partout. Donc il faut qu'on sente maintenant qu'il y a un véritable changement. Gérer autrement les communes. Il faut que ces maires-là, ces compétences-là, puissent vraiment se concrétiser sur le terrain à travers tout ce qui est mis en valeur, à travers tout ce qui sera proposé. Il y a de grands défis à relever. Parce que lorsque, pendant longtemps, au niveau de certaines mairies, vous voyez, on est là, pendant des années, les problèmes de lotissement, de recasement continuent de se poser. Vous savez, le foncier, c'est toujours, ça continue d'être un problème dans certaines communes. La mobilisation des ressources, certaines mairies n'ont pas pu travailler. Sans les ressources, on ne peut pas véritablement investir et mener des actions pour développer les communes. C'est très important. Et puis, pour finir, la question du gaspillage et puis des détournements, la corruption. On en parlait également au niveau des conseils communaux. Maintenant, si on a un maire, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout cela et qui peut gérer de manière saine et rigoureuse, je crois, avec beaucoup d'innovation, on peut espérer que vraiment on aura... Les communes seront mieux gérées. D'accord, il y a d'autres communes qui sont en attente. Vous parliez tantôt de Cotonou, il y a également Porto Novo, à Bomenkalavi, à Boycon, où justement les yeux demeurent focalisés, où il y a encore beaucoup
de suspense à ce niveau-là. Est-ce que si vous devez faire déjà des pronostics par rapport à l'identité du futur maire de ces régions? Non, je ne ferai pas de pronostics. Je n'en ferai pas. Je ne prendrai pas. Vous pensez que le cas de Parakou peut se produire également dans ces communes? En dehors de Cotonou, vous l'avez dit pour Cotonou, Porto Novo, Boyikon et Abomey-Calavi. Vous savez toute la lutte qui se mène contre le maire de Calavi. Vous savez toute la lutte il y a des noms on dit que Godomé réclame cette fois-ci d'être la mairie de Calavi. Quand vous allez à Parakou, on a parlé de maître Rufino d'Almeida qui est pressenti pour prendre la place à Gansé. On parle d'Agbosaga. Voilà, à Boyikon. Et quand vous venez à Cotonou, on a parlé de la dame qui a été tête de liste au 13e. Donc, il y a il revient à ces gens-là de se retrouver. Qu'on nous épargne le spectacle qui s'est passé à Parakou. Parce que, comme l'a rappelé mon vis-à-vis, on parle gestion. On parle bonne gestion, on parle bonne gouvernance, on parle compétence, on parle développement, on ne parle pas de politique politicienne. Et il faut qu'on s'entende pour que ces communes-là... Parce que si l'État se décide à mettre à votre disposition les moyens, il faut trouver les bons gestionnaires. Il ne faut pas que les gens viennent substituer leur poche aux ressources de la commune. Moi, je dis, c'est toujours bon de gagner. Mais c'est difficile de gérer la victoire quand on n'a pas la même vision du développement. On va espérer, Alphonse Moïse Soulé, que nos communes seront mieux gérées et que les maires qui sont en train d'être élus vont prendre le prix de la gestion rigoureuse et efficiente que le président Patrice Talon et son gouvernement sont en train d'imprimer au Bénin depuis 2016. Nous allons très rapidement aborder à présent le deuxième sujet au menu de cette émission, la réouverture des lieux de culte et des bars sous, bien entendu, une batterie de conditions. Si vous devez noter cette actualité, Alphonse Moïse Soulé et Loge Ganaro, si vous devez noter un peu cette décision prise par le gouvernement du président Patrice Talon en Conseil des ministres mercredi dernier de procéder à la réouverture des bars, vous avez donné 7 pour Eloge Ganaro. Alphonse Moïse Soulé, je donne 5. Vous donnez 5 à cette décision-là. Et comment est-ce que, globalement, vous appréciez cette décision de faire ouvrir les bars? Oui, c'est une bonne décision. C'est salutaire dans la mesure où, je le dis souvent, écoutez, nous sommes tous face à une situation critique. C'est un drame. Le Covid-19, cette pandémie-là, c'est un drame pour l'humanité. Mais nous n'allons pas gérer cela de la même manière. Si ailleurs, on a fait l'option du confinement général, ici, nous avons des difficultés. Les pays africains, la plupart, il y a des pays pauvres. On ne peut pas dire qu'on va suivre, les yeux fermés, ce que les autres ont fait. Donc, ici, on a fait l'option d'un confinement partiel. Mais oui. Malgré cela, vous voyez tous les problèmes que ça crée. Parce que lorsqu'on dit, bon, il n'y a plus de circulation de transport en commun, les bars sont fermés. Mais je suis d'accord que, bon, le souci, c'est d'éviter la propagation du virus. Mais d'un autre côté, vous devez comprendre que ça a eu beaucoup d'implications en matière financière et économique, dans les foyers, dans les ménages. Parce que les gens qui ne peuvent vivre que de ça. Le panier de la ménagère qui s'aménage davantage. Donc, si on doit garder ces mesures-là, maintenir la situation telle, ça va être très difficile. Si on doit passer de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, donc c'est déjà heureux que la mesure soit partiellement levée. Mais maintenant, attention, parce que le virus n'est pas parti. La maladie est toujours là. Justement, il faudra maintenant faire en sorte que les responsables à chaque niveau, chaque acteur, puissent, n'est-ce pas, suivre, que la discipline continue d'être de règle pour que les mesures barrières, les gestes barrières puissent être respectés. Sinon, nous allons avoir une autre situation. Justement, c'est l'une des recommandations du Conseil des ministres, à savoir que les responsables, les dignitaires religieux observe un certain nombre de mesures. Est-ce que avec la façon dont nos cultes sont organisés au Bénin, avec l'espace dans lequel on fait les célébrations eucharistiques, est-ce que vous avez le sentiment que on pourra respecter toutes ces gestes barrières, toutes ces mesures prescrites? Je voudrais d'abord saluer le gouvernement pour avoir, après une longue réflexion, pour avoir pris cette décision. Mais je dis, au niveau des églises, pour ce que je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux deux communiqués. Le premier signé du président de l'église protestante méthodiste du Bénin et le second qui est l'archevêque de Cotonou. On a rappelé certains nombres de directives. Ça veut dire quoi? Quand ces responsables religieux rappellent les directives, c'est qu'on met chaque fidèle devant ses responsabilités. On a dit, le masque est exigé. On a dit,
lavage de mains, on a parlé de gel, on a parlé du respect de la distanciation sociale. C'est déjà heureux que ces responsables-là aient relayé les même l'interdiction des gestes d'accolade. Oui, même les signes de paix, on a refusé dans certaines églises. Je sais que pour un bon moment, on ne va pas donner l'Eucharistie, on va attendre de maîtriser un certain nombre de Mais quand vous prenez une église qui comporte à la fois, qui accueille 500, 600 fidèles, est-ce que véritablement, de façon objective, on peut respecter tous ces... Oui, il y a des églises qui veulent démultiplier les cultes. Les célébrations culturelles, on m'a dit, de telle à telle heure, pour permettre à tout le monde d'assister aux offices religieux. On ne peut pas faire un seul culte. On ne peut plus faire un seul culte. Donc, certaines églises... Mais dans la pratique, on ne peut pas empêcher le fidèle d'aller sur le culte qu'il a choisi, qu'il veut. Ça aussi, c'est de la responsabilité. Ça aussi, c'est de la responsabilité. Quand votre responsable religieux vous dit, désormais, on aura 3 cultes, 4 cultes, de 8 heures à 9 heures, de 9 heures à 10 heures, de 10 heures, vous devez pouvoir respecter. Parce que on ne doit pas gendarmer quelqu'un. On dit, tout le monde connaît l'ampleur du mal. On a pris la responsabilité. Moi, mon problème, c'est au niveau des buvettes et au niveau des bars. Les buvettes et les bars. Et quelles sont vos craintes à ce niveau? Vous savez, il y a déjà des bars qui officient avant que la décision ne vienne. Mais j'ai remarqué dans un bar où quand même ça a été respecté. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la musique. Il n'y a pas la musique qui va vous donner envie de danser. Il n'y a pas la musique. Donc il va falloir que les tenanciers de bar sois quand même un peu rigoureux. C'est pas parce que tu as ton argent que je te permettrai de faire du n'importe quoi. Si vous ne pouvez pas respecter les principes de base, si le gérant veut, il installe le système de lavage des mains, ou carrément il achète les gels qu'il confie à son videur. Si vous refusez de vous laver les mains ou bien de passer le gel avant d'entrer dans le bar, on vous met dehors. Ne venez pas contaminer les autres. Donc il va falloir que ça soit à l'église, que ça soit dans les bars, que ça soit dans les buvettes, il faudrait qu'il y ait une certaine rigueur. Un minimum de respect je de ces demanderai gestes. à l'État, via la police républicaine, très rapidement, de faire des descentes régulières, que ce soit dans les églises, dans les bars, pour voir est-ce que les indications données par l'État central seront respectées. Oui, logiquement, il y a également des craintes par rapport aux chauffeurs de taxi, transport en commun. Est-ce qu'on parle de distanciation conséquente? Comment ça va se faire dans la pratique selon vous? Oui, dans la pratique, vous savez, on ne peut pas, quand on dit distanciation conséquente, ça veut dire qu'on n'exige pas que dans une voiture, un véhicule, un bus, on puisse rester à 1 mètre l'un de l'autre. Même pas. Parce que les sièges derrière sont conçus de sorte que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de rester, mais quand même, qu'on n'agglutine pas 10, 15, 16 personnes, une vingtaine de passagers dans les bus, comme on l'a vu jusque-là. Parce que moi, j'ai entendu les promoteurs, les responsables des véhicules de transport en commun dire, mais quand même, au lieu de suspendre carrément nos activités, qu'on nous dise, mais transporter 4 personnes, 6 personnes, c'est encore mieux que de nous empêcher carrément de travailler. Donc maintenant, comme il a souligné totalement, c'est une question de prise de conscience. On ne doit pas dire, ah, ça c'est la responsabilité de l'État seul, c'est la responsabilité du gouvernement. Comme il a souligné maintenant, au niveau des cultes, la conscience individuelle, les responsables ont un grand rôle à jouer. C'est à eux d'abord de demander à leurs fidèles, ceux qui sont, promoteurs, les chefs d'entreprise, tout ça, c'est à eux d'exiger de leurs clients, tout ça là, laver les mains d'abord avant de venir ici. Les transporteurs, ils doivent faire en sorte que les passagers qui transportent respectent le port des masques. Mais les populations doivent avoir déjà pris le pli, parce que depuis quelques mois, on exige, le gouvernement a recommandé le port systématique de masques, le lavage des mains également. Les populations doivent avoir pris le bon pli, non? Bon pli, mais vous savez, parfois, il y a toujours quelques exceptions des indélicats. Vous n'oubliez pas que le port des casques ici, au début, il y a quelques années, je crois que c'est au temps du président Boni Yahi, ça n'a pas été facile. Hein. Ce n'est pas le jour ou la semaine où la décision a été prise que tout le monde a porté les casques. Il y en a eu qui, pendant longtemps, ne voulaient pas porter les casques. Mais lorsque la police a commencé par réprimer, par jouer son rôle, il y a eu d'abord une période de sensibilisation. Mais aujourd'hui, disons de façon générale, tous ceux qui circulent à moto portent leur casque. Donc je crois que si réellement il y a cette prise de conscience là, prise de conscience individuelle, prise de conscience collective, pour se dire que si moi je me protège, si je me dis attention, je dois respecter les mesures, là je suis en train de protéger les autres. Si c'est fait ainsi et la police joue
convenablement, efficacement son rôle, nous avons des raisons de croire que d'ici à là, nous allons vaincre la pandémie du coronavirus. Finalement, Alphonse Moïse Souré, on est obligé de s'accoutumer, de s'habituer au contexte, de vivre avec le coronavirus. Oui, aujourd'hui, moi je suis heureux que le jour en jour, les Béninois prennent conscience. Chacun a son masque, même s'il y a des indélicats. Et je constate aussi qu'au niveau des églises, certains conseils d'église se sont déjà retrouvés, certains responsables d'église se sont déjà retrouvés pour mettre en place les stratégies à adopter pour que à partir de... Parce que le dimanche, c'est le dimanche 7. Oui. Le premier culte, c'est le dimanche 7. Certains responsables religieux se retrouvent déjà au niveau des églises locales pour mettre en place un certain nombre de stratégies. Les responsables vont mettre leurs stratégies. L'État va mettre ses stratégies. Si de façon individuelle, chacun ne prend pas ses responsabilités à respecter les dispositions prises, à respecter les consignes données, nous ne pouvons pas lutter contre le mal. Donc, moi, j'exhorte nos compatriotes à pouvoir accepter, respecter les consignes de l'État. On dit, quand vous allez dans les buvettes, ne vous agglutinez pas. Quand vous voulez prendre un transport en commun, ce qu'on appelle régulièrement, et que vous constatez que les mesures ne sont pas respectées, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Donc, c'est une responsabilité individuelle. L'État ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier. Mais nous avons quand même la possibilité, la conscience de dire, je n'en veux pas. Merci, Alphonse Moïse Souré. Voilà qui est bien dit. Nous sommes donc au terme de ce 18e numéro de votre émission Carré Politique. Merci de nous avoir suivis.